Tu te rappelles le dialogue sur le sable? Quoi, dans l'attaque des clones? Je crois que personne n'a envie de s'en rappeler. Ok, mais il va bien falloir que tu t'en rappelles pour pouvoir m'expliquer en quoi c'est l'exemple à ne pas suivre en termes de dialogue romantique de fiction. Et je ne crois pas. Même si le dialogue en lui-même est tarte, il y a trop de paramètres liés aux circonstances dans lesquelles il se produit qui contribuent à ce qu'il échoue à ce point. Si je devais citer un exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on écrit un dialogue amoureux de fiction, je crois que je citerais plutôt Foot de rue. Sans blague, cette série, sa saison 1 en tout cas, est géniale dans les moindres détails de sa mise en scène, et l'ensemble des dialogues est excellent, mais dès que les personnages se mettent à parler sentiments, on est gêné pour eux de les entendre dire des trucs aussi ridicules. T'avais raison. C'est vrai, je ressens effectivement, là, quelque chose pour toi, mais je sais pas si... Oh, c'est tellement gauche qu'on pourrait presque croire que c'est réaliste. Oui, je vois ce que tu veux dire. La première fois que j'ai entendu ces dialogues, je me suis dit « Mais enfin, personne ne parle comme ça dans la vraie vie !» Sauf que si en fait, les gens parlent comme ça dans la vraie vie, même qu'ils en sont très fiers, ils sont persuadés de parler comme des héros de romans. Les personnages de fiction, eux, n'ont pas besoin de parler comme des héros de romans, ils en sont déjà. Quand ils disent des choses, c'est exactement comme ils les pensent ou pas du tout. Donc en réalité, j'aurais plutôt dû me dire « Mais enfin, personne ne parle comme ça dans la fiction !» Tu devrais plutôt dire qu'il y a un problème quand, dans ta série, le meilleur dialogue amoureux est celui échangé entre le chef de la police et sa voiture. Oh, je vais te sortir de là, ma belle, je vais te pomponner. On essaye de se dire que les personnages sont des enfants, donc que c'est normal qu'ils parlent sentiments de manière un peu bébête, mais les héros de Code Lyoko aussi, c'est des enfants, et on n'est pas embarrassé quand ils parlent. Il faut dire que, mis à part à l'occasion d'une grande envolée mélodramatique dans un épisode, ils sous-entendent beaucoup et ne parlent pas tellement. Mais si, ils parlent. Mais bon, peut-être avec juste ce qu'il faut de pudeur pour que ça n'ait rien de gênant d'assister à leur dialogue. Toujours est-il que réussir son intrigue amoureuse dans la fiction, ce n'est pas chose aisée. A fortiori quand on écrit pour les enfants. Comment ça, a fortiori, quand on écrit pour les enfants? Quoi qu'à l'air d'en dire la cour de récré, les amours d'enfants, ça existe. Ma première histoire d'amour, je l'ai eue en maternelle. Tout comme moi et tout comme un tas d'autres gens, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr que l'amour, c'est un sujet qui parle aux enfants. Mais si on ne doit pas prendre les enfants pour des cons à qui on ne peut parler de rien, on ne doit pas non plus les prendre pour des cons à qui on peut parler de n'importe quoi, en tout cas n'importe comment. Ok, mais dans ce cas-là, il va falloir que tu définisses ce que tu appelles n'importe comment. D'accord qu'il faut réfléchir un peu à quel idéal de relation amoureuse on inculque à la jeunesse, mais faut pas non plus oublier que le but d'une histoire est avant tout de raconter une histoire et de la raconter bien. Se censurer par peur de l'éducation qu'on va donner au jeune public... Tu me fais encore dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr qu'il faut se soucier de l'éducation qu'on va donner au jeune public, mais ce n'est pas de ça que je parle, en tout cas pas principalement. Tu parles de quoi alors? Je parle de décrire de manière simple et efficace des situations émotionnelles parfois complexes à un public peu expérimenté en matière de situations émotionnelles complexes. À l'instar des blagues, qui ne sont plus des blagues si on a à expliquer en quoi c'est des blagues, les moments de grands frissons ne sont plus des moments de grands frissons à partir du moment où on a besoin d'expliquer en quoi c'est des moments de grands frissons. Et enfin, tu as beau avoir déjà une première expérience des grands frissons, tu es encore loin d'avoir exploré tout le panel des situations émouvantes que tu peux vivre, et tu n'es pas immédiatement réceptif à ce que vit ton personnage. Très sincèrement, moi qui suis adulte, il m'arrive fréquemment de ne pas me sentir immédiatement réceptif. C'est une autre histoire! Là, la question est, comment, par le biais d'un épisode de dessin animé de 20 minutes, faire efficacement pleurer Margot quand Margot a entre 3 et 12 ans? Et la question subsidiaire est... Faut-il vraiment faire pleurer Margot, vu qu'à la base elle n'a pas forcément payé pour une série romantique, mais pour une série d'action, d'enquête policière, de super-héros, et tout un tas d'autres choses dont peuvent parler les dessins animés. Ça... Oui, même toi qui as une Margot en puissance, tu aimeras toujours mieux pas d'intrigue romantique du tout qu'une intrigue romantique ratée, et ce quelle que soit la fiction. Or, on a parfois l'impression, surtout dans les séries françaises, que les auteurs de dessins animés se sentent obligés de mettre une intrigue amoureuse. C'est paradoxal vu qu'à côté ils n'ont pas l'air de s'y sentir complètement autorisés et vont rarement jusqu'au bout avec. Souvent la série se termine sans que les deux qui devaient sortir ensemble soient sortis ensemble, ou alors sur un baiser final ultra téléphoné et sorti de nulle part parce qu'on a trouvé tous les prétextes à la con pour que l'héroïne hésite. Toujours l'héroïne pour ce qu'on en sait. Le garçon sait toujours ce qu'il veut tout de suite, et il me semble bien que seuls les amours hétérosexuels sont touchés par ce cliché. Le garçon sait toujours ce qu'il veut tout de suite? Parlons un peu de Fred, de Phineas, de Sangoku. Ah, et parlons un peu de Max aussi. Sangoku ça compte pas, c'est uniquement par sens du devoir qu'il accepte d'épouser Chichi, et on peut pas dire qu'il finisse par s'intéresser au fait d'être son mari. Max c'est l'exception parce que son indécision est le sujet de l'histoire, et encore c'est pas complètement de l'indécision puisqu'il préfère clairement Sabrina. Pour les autres, le garçon change d'avis, la fille hésite. C'est différent et tu le saurais si tu m'avais pas coupé. Mais c'est toi qui as digressé?
Oui, donc, si la résolution de l'intrigue romantique attend souvent la toute fin de la série, c'est parce qu'on a trouvé tous les prétextes à la con pour que l'héroïne, donc, refuse d'avouer, voire de conscientiser ses sentiments jusqu'à la dernière nanoseconde de l'histoire, et son revirement est tellement abrupt qu'on ne comprend pas comment elle est passée si rapidement d'une humeur à l'autre. Et même quand on le comprend, on le ressent pas, du coup on n'en profite pas. Mais à choisir, je préfère ça à l'introduction d'un William à la saison 2 pour que le couple qui a été mis ensemble pendant la saison 1 et de façon absolument parfaite ne soit plus ensemble et qu'on puisse recommencer à zéro. Je ne sais pas si ça marche sur le papier, moi, même sur le papier j'y croirais pas, mais revenir sur la concrétisation d'un couple, c'est comme revenir sur une fin. C'est comme ce dont tu parlais dans ta critique de Code Lyoko Evolution. Une fois qu'on a enlevé le toit de la maison pour rajouter des étages, c'est fini, on a supprimé la notion de toit. On n'aura plus jamais la garantie que le prochain toit soit le bon. Et du coup, pourquoi aurait-on de grands frissons pour un couple qui ne sera jamais ensemble? Bah, en même temps, si les héros se déclarent de manière hyper artificielle et malaisante comme dans Foot de rue, on repasse pour les grands frissons. Et bon, il peut y avoir 36 000 raisons pour que les dialogues amoureux de Foot de rue soient mal écrits, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que les auteurs étaient mal à l'aise avec le sujet, et que c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ça. Du coup, c'est quand même étonnant cette obstination des auteurs à mettre des intrigues amoureuses alors même qu'ils sont si frileux pour les concrétiser. Il est possible, dans le cas de Foot de rue, que ce soit une manifestation de leur volonté de parler aux jeunes, qui implique de parler de tout ce qui les intéresse, dont ça. Pour toutes les autres séries où il y a des intrigues amoureuses sans que ce soit nécessaire et où ce genre de frilosité est flagrante, je suppose qu'ils sont dans le paradoxe de vouloir plaire à la fois à ceux qui aiment la romance et à ceux qui ne l'aiment pas. Il y a un équilibre à trouver, qui est parfaitement trouvable, mais admettons que c'est pas aisé. Quoi qu'il en soit, tu as raison, l'intrigue amoureuse n'est pas une obligation. Des fois, on en met une parce qu'on a le sentiment qu'il en faut à tout prix une et ça marche pas. Ok, des fois, il y en a pas alors qu'il y a un terreau intéressant pour. Et à la rigueur, je peux comprendre que ça frustre certains spectateurs. Mais dans tous les cas, il vaut mieux qu'il n'y ait pas du tout d'histoire d'amour plutôt qu'une histoire d'amour ratée. En ce qui me concerne, tu pouvais t'arrêter au milieu de la phrase. Après tout, ça sert à quoi les histoires d'amour à part à mettre en pause l'intrigue principale? À énormément de choses, arrête de faire du mauvais esprit! Les intérêts de mettre une intrigue amoureuse dans une fiction sont multiples. D'abord, ça procure des sentiments agréables. Ça permet de porter un message positif comme quoi la vie c'est agréable, on y tombe amoureux et on en retire du bonheur. Ensuite, ça permet d'amorcer des réflexions sur le rapport à l'autre, l'équilibre à trouver entre amour de soi et amour de l'autre, et enfin, ça occupe le temps d'épisode où l'intrigue action est obligée de ralentir pour des raisons X ou Y. Le même résultat peut être obtenu avec de touchantes histoires d'amitié ou de relations familiales. Ah, pas tout à fait en ce qui concerne les relations familiales. L'intérêt des belles histoires de famille est tout autre que l'intérêt des belles histoires d'amour. La promesse que fait une belle histoire de famille, c'est que quoi qu'il t'arrive de douloureux à l'extérieur, tu auras toujours une maison où rentrer, où il y a des gens qui t'attendent et t'aiment de manière inconditionnelle. Bon, dans la vraie vie, c'est assez rare que les membres de ta famille t'apprécient sous prétexte que tu es de leur famille. Ça arrive, mais si je regarde mon entourage direct, c'est plutôt l'exception que la règle. Mais pour que le thème de la famille soit profitable, il faut que la famille de fiction, ce soit les gens qui t'aiment sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit pour le mériter, juste parce qu'ils sont de ta famille. C'est réconfortant, mais ce n'est pas le même type de réconfort que celui que te procure la promesse qu'en faisant les choses correctement, tu obtiendras l'amour de quelqu'un parce que tu l'as mérité. Les histoires de famille, c'est bien, mais les histoires d'amour, c'est bien aussi. Ça comble deux types de besoins différents. De plus, le fait que ta famille sera toujours là pour toi, ça doit être une donnée, une affaire entendue, pas un objectif. Et une histoire, ça se construit autour d'objectifs, pas de données. Ok pour la famille, mais l'amitié aussi c'est quelque chose que tu obtiens en faisant les choses correctement, parce que tu l'as mérité. C'est vrai, et il y a des histoires d'amitié particulièrement touchantes qui me font pleurer comme une madeleine à chaque fois. Tu veux dire comme quand Patrick prouve son amitié à Bob l'éponge en lui offrant une... Ça va, du calme, je plaisante. Mais du coup, les histoires d'amour, ça apporte quoi de plus que les histoires d'amitié? Je te l'ai dit, les grands frissons! Des sensations qui te surprennent et te dépassent, te bouleversent et t'enivrent. Les histoires d'amitié procurent des émotions, mais rarement autant d'ivresse que les histoires d'amour. Admettons, je pense que tout le monde n'y est pas sensible de la même façon. Du coup, tu dois avoir raison. Si les dessins animés sont dans un entre-deux du point de vue du traitement des histoires d'amour, c'est sûrement parce qu'ils sont à la fois tenus de procurer des grands frissons à ceux qui en veulent, et de ne pas saouler ceux qui sont hermétiques aux grands frissons. Reconnaissons qu'un grand nombre de séries s'en sort relativement bien vis-à-vis de ce dilemme. Et que parmi celles qui s'en sortent moins bien, il y a assez peu de grandes catastrophes.
D'ailleurs, les catastrophes arrivent souvent davantage dans les séries qui ont commencé leur intrigue amoureuse avec brio et se foirent en cours de route. Ce qui est catastrophique, c'est le gâchis de quelque chose qui avait très bien commencé. Les intrigues amoureuses un peu faiblardes tout du long, ça ennuie peut-être un peu, mais ça fait pas plus de mal que ça. Dans ces circonstances-là, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas courir le risque d'ajouter une intrigue amoureuse pour pimenter sa série. Ce n'est pas un pari si risqué que ça, au fond, étant donné que c'est assez rare que ça fasse plus de mal que de bien. Certes, il y a des intrigues amoureuses embarrassantes parce que très nunuches, mais il y en a aussi qui sont touchantes parce qu'elles assument à fond leur côté nunuche et le gèrent correctement. Et d'autres qui arrivent à ne pas être nunuches tout en assumant complètement leur romantisme. Dans ce dernier cas, en général, c'est dû au fait que les personnages intellectualisent très bien leurs sentiments et font preuve d'une grande maturité vis-à-vis d'eux. Vu que moi, qui suis un immonde goujat, je préfère quand c'est comme ça, est-ce que ça ne prive pas un peu des grands frissons dont tu parlais tout à l'heure? Non, la maturité des personnages consiste en général à chercher la façon intelligente de gérer leurs sentiments, pas à essayer d'y résister ou de les nier. Sinon, ça n'est pas de la maturité. L'amour frappe les personnages matures de la même manière qu'il frappe les personnages immatures, comme une évidence incontestable. La maturité, c'est uniquement de ne pas contester. Donc, les frissons sont au rendez-vous. Bon, ok, admettons. Du coup, les intrigues amoureuses qui arrivent à des personnages matures ont toutes les chances de fonctionner sur le spectateur, puisque les personnages n'y adoptent pas un comportement énervant et qu'il y a quand même suffisamment d'émotions pour toucher. Mais il y a des cas où on ne peut pas, en restant crédible, camper son personnage comme mature, soit parce qu'il est adolescent, soit parce qu'il a un vécu qui l'empêche de gérer correctement ses émotions. Et dans ces cas-là, comment on fait pour procurer plus d'émotions que d'énervement? Là, je reconnais qu'on est dans une situation plus difficile, dont il est plus délicat de se dépatouiller, mais pas impossible pour autant. Déjà, attention à ce que les héros ne soient jamais plus cons que ça n'est justifié par le scénario. Douter des sentiments de l'autre parce que son comportement donne une impression d'indifférence, ça va. Le spectateur peut compatir. S'éloigner de la personne qu'on aime pour s'intéresser à quelqu'un d'autre parce qu'on est insatisfait de sa relation actuelle, ça va aussi. Là aussi, le spectateur peut compatir. Douter des sentiments de l'autre quand celui-ci ne t'a rien dit dans le cadre qui justifie que tu doutes, ou s'éloigner de la personne que tu aimes sans que celle-ci t'ait rendu malheureux dans le cadre, ça aura du mal à susciter la compassion du spectateur. En fait, la solution est simple. Il faut que tout ce qui pousse le héros à agir comme il agit soit explicite et dans le cadre. Pas vaguement explicite, archi explicite. Est-ce que Lucas est réellement menacé ? Ou mes sentiments brouillent-ils mon jugement? Plus le comportement du héros est immature, plus ses raisons d'être immature doivent être explicites. C'est comme ça qu'on peut garder l'équilibre. Ok, mais tu expliquais tout à l'heure que les grands frissons c'est comme les blagues. Si tu as à expliquer le grand frisson, il n'y a plus de grand frisson. Si tu dois être archi explicite sur ce qui fait que tes héros se conduisent comme ils se conduisent, est-ce que tu ne risques pas de le gâcher un peu le grand frisson? Pas plus que tu ne le gâches en rendant tes personnages matures. C'est pas l'émotion que tu dois rendre archi explicite, c'est la raison pour laquelle le personnage est dépassé devant. Mais l'émotion elle-même, là encore, elle tombe sur le personnage comme une évidence incontestable. Si le personnage choisit de la contester quand même, il faut qu'on sache exactement comment il en arrive à le faire. Ok, donc mettre en place une intrigue amoureuse sans énerver les spectateurs, c'est possible. Mais ensuite, tu l'as sur les bras l'intrigue amoureuse, il va bien falloir que tu en fasses quelque chose. Oui, et alors? Alors, de 1, il y a tout un rythme à maîtriser. Les héros qui ne se mettent jamais ensemble, ça saoule. Et les héros qui se mettent tout de suite ensemble avant que le spectateur ait eu le temps de faire complètement connaissance et de savoir pourquoi il les veut ensemble, ça te procurera pas ton quota de grands frissons. De 2, soit les protagonistes sont des enfants, et dans ce cas, on peut pas tout leur faire faire, soit les protagonistes sont des adultes, et dans ce cas, on peut et doit leur faire faire un peu plus de choses qu'on voudrait. Pour le rythme, ok, c'est réellement un challenge. Par contre, pour ce qui est de savoir ce qu'on peut faire aux héros, je dirais pas que c'est un non-problème, je dirais que si c'en est un, c'est sans doute pas celui que tu as l'air de croire. Je ne sais pas pourquoi les dessins animés sont aussi frileux pour mettre des baisers dans le cadre, mais le fait est que ça n'arrive pas moins entre héros enfants qu'entre héros adultes. Donc ça ne peut pas être comme tu dis parce que les protagonistes sont des enfants et qu'on ne peut pas tout leur faire faire. C'est réellement par gêne vis-à-vis du baiser lui-même. Je crois que la question n'est pas ce qu'on fait faire aux héros enfants, mais ce qu'on montre aux spectateurs enfants. On remarque d'ailleurs que cette frilosité n'est pas l'apanage des séries animées. Remarque, quand les protagonistes sont des animaux, c'est pas plus mal qu'ils s'embrassent pas. Ok, mais il y a assez peu de baisers entre humains dans les dessins animés. Et il va sans dire qu'il n'y a pas de sexe non plus. Non, c'est pas les mêmes dessins animés. Pas de sexe, c'est pas vrai. Déjà, il y a des blagues assez fréquentes sur la nudité, et des scènes érotiques, il y en a des fois. Avec une mise en scène très élaborée pour être plus artistique que porno, mais il y a, et c'est explicite. Ça arrive surtout quand le public cible est adolescent. Et encore, adolescent japonais. Chez les occidentaux, Je suis l'homme le plus rapide du monde. Ça explique pourquoi tu ne te trouves pas de copine. Ouais. Hey! on se permettra surtout des allusions que des gens avertis ne pourront pas louper, mais que les innocents et les pudiques peuvent décider d'ignorer. Les pudiques? Ma théorie, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'éviter de perturber les plus jeunes.
À la base, je pensais que si, il s'agissait de ça, suite à une interview que Sophie de Croisette avait donnée aux admins de notre forum en 2004-2005, où elle avait sous-entendu que la production américaine avait fait pression pour que les intrigues amoureuses ne prennent pas trop d'importance dans Code Lyoko. Et on voit avec des séries comme La Cour de récré que certains auteurs ont cette idée étrange que les enfants ne connaissent ni ne comprennent la notion de romantisme. Mais si je fais le bilan de toutes les séries animées que j'ai regardées, que ce soit pour cette émission ou toute seule, j'en retire l'impression générale qu'il ne s'agit pas d'éviter de heurter leur sensibilité, sinon seul le sexe explicite serait censuré, pas les baisers ou même le fait que les héros soient réellement amoureux. Il s'agit plutôt de ne pas heurter leur pudeur. Il y a des gens que l'étalage d'émotions intimes sur la voie publique gêne. Content que tu le reconnaisses. J'ai coutume de dire pour plaisanter que je trouve les scènes de romance impudiques. J'emploie ce terme exprès parce que je sais qu'il va me faire passer pour une sorte de réac et que ça m'amuse. Mais il y a un fond de vérité. Je trouve utile et intéressant que les personnages trouvent le bonheur par ce biais-là, mais j'aime pas quand ça devient trop démonstratif. J'estime que ces aspects pratiques ne regardent que les personnes concernées et sont quelque chose entre soi et donc devraient avoir lieu plutôt hors cadre. À moins que la sous-intrigue romantique ait une importance fondamentale dans l'intrigue principale, je considère que trop nous en montrer fait perdre leur dignité aux personnages. C'est pas du tout une façon de dire que je trouve le comportement romantique indigne en tant que tel. Ça m'arrive d'être tout nu, des fois, et je trouve pas ça dégradant, mais j'estimerais quand même perdre ma dignité si je me retrouvais tout nu devant tout le monde. Ceci dit, il y a façon et façon. Il y a des cas où je trouve que ça fait voyeur, et des cas où ça me gêne pas. C'est une question de mise en scène. Mais de manière générale, oui, cette gêne existe chez moi. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on a le sentiment en écoutant les cours d'école que cette gêne est très présente dans l'esprit des enfants. Les dessins animés d'ailleurs se sentent obligés de nous rappeler constamment que les enfants ça se moque des amoureux, même quand ils sont amoureux eux-mêmes. Malgré ça, on voit que beaucoup d'entre eux aiment les grandes histoires d'amour, même s'ils ne sont pas forcément prêts à l'avouer. En tout cas, j'ai le sentiment que les intrigues romantiques dans les dessins animés sont écrites dans cet état d'esprit, avides de grands frissons, mais désireux que ça ne se remarque pas. Mais revenons à la question du rythme. Comme j'ai dit, c'est effectivement un vrai challenge. Mais là encore, un tas de séries s'en sortent vraiment très bien. Rappelle-toi ce qu'on a dit. La majorité choisissent de faire en sorte que les héros ne se déclarent jamais, ou alors à la toute dernière minute. Alors effectivement, c'est super énervant quand on a le sentiment que l'intrigue amoureuse a été laissée tomber en cours de route. Ou qu'elle se résout quasiment hors cadre parce que les auteurs n'osaient pas mettre en scène la véritable résolution. Mais des fois, il est clair que si les héros ne se déclarent pas, c'est pas parce que les auteurs n'osent pas, c'est parce qu'ils tentent un truc. Truc qui peut se révéler tout aussi intéressant. De quoi tu parles? Je parle des couples comme Téti et Papyrus ou Valérian et Laureline. Nos relations sont strictement amicales. Les héros ne sortent pas ensemble parce que... parce qu'ils sont déjà ensemble. Plus qu'ils ne le seront jamais. Sans avoir eu besoin de se l'avouer ou de l'avouer à qui que ce soit, ils sont tellement sur la même longueur d'onde qu'ils savent parfaitement combien chacun compte pour l'autre. Et ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin et ne vont pas plus loin pour être sûrs de garder la qualité de leur relation telle qu'elle est, parce que ça leur convient. Dans ces circonstances-là, si on finit par mettre en scène un baiser, il faut que ce soit bref et filmé de très loin. Quant à la déclaration, on l'a fait plus pour officialiser son couple devant son royaume qu'autre chose. Ok, mais tu n'aimerais pas que toutes les intrigues amoureuses soient gérées comme ça. Non, mais c'est bien de se rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire une intrigue amoureuse et que l'important c'est que l'histoire soit belle, ou au moins plaisante. Ne pas faire se déclarer les héros parce qu'on a mis en place entre eux une excellente relation platonique, bonne idée. Ne pas développer l'intrigue amoureuse à bon potentiel qu'on a quand même un peu promise, ou prolonger l'étape du flirt à un stade où ça en devient même plus crédible parce qu'on s'est dit après coup qu'on risquait de saouler une partie du public, mauvaise idée. Même le public réfractaire accepte l'intrigue amoureuse si elle est bien gérée et qu'elle donne une bonne image des personnages. Je suis pas sûr que le facteur ce soit une bonne image des personnages. Prends le cas d'Elga par exemple. La principale raison pour laquelle on ne s'attend pas à ce que ses espoirs de sortir avec Arnold se concrétisent durant l'épisode en cours de visionnage, c'est qu'elle fait semblant de le détester. Elle est responsable de son propre échec, et on voit à plusieurs reprises que si elle changeait d'attitude, elle aurait sûrement ses chances. Donc franchement, Elga dans sa situation, elle est pas sympathique. Mais ses monologues amoureux et sa terreur à l'idée d'être découverte sont tellement over the top qu'on peut pas s'empêcher d'adorer les regarder, et même d'être touché par ses émotions alors qu'on sait qu'elle n'obtiendra jamais gain de cause. En tout cas, pas tant qu'elle n'évoluera pas. Les auteurs arrivent à capter l'attention alors qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une résolution. D'une part, ces sentiments sont le prétexte à des gags qui fonctionnent, et d'autre part, comme je disais plus tôt, les raisons pour lesquelles Elga se conduit de manière aussi peu efficace sont archi soulignées par la mise en scène, ce qui permet de compatir quand même. En tout cas, tu as raison, ça prouve qu'il n'y a pas nécessairement besoin de promettre une résolution heureuse à l'histoire pour qu'elle fonctionne. À ce stade, ce qui gâcherait tout, ce serait plutôt de promettre une résolution malheureuse comme le fait un peu Phineas et Ferb. Le fait que Phineas soit totalement imperméable aux avances que lui fait Isabella parce qu'il est Phineas est un bon gag. Mais ça devient un mauvais gag quand l'épilogue présente ça comme du temps bêtement
perdu. Déjà, parce que ça n'en était pas. Tout le temps que Phineas a passé à partager ses inventions avec Isabella, c'était du temps consacré à construire leurs relations et leurs sentiments, même si lui ne s'en rendait pas compte. Ensuite, parce que le gag était que Phineas est Phineas, et la résolution arrive parce que Phineas n'est plus Phineas. Il est devenu complètement apathique en grandissant, a perdu toute son énergie et sa créativité, et c'est uniquement parce qu'il s'est calmé qu'il a assez de place dans sa tête pour envisager de sortir avec une fille. Ceci envisagé, il n'a plus qu'à attendre, les bras ballants, qu'Isabella vienne vers lui. Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû finir. Ça aurait dû finir par Phineas qui, découvrant le même jour qu'Isabella l'aime et qu'elle est partie faire ses études dans une autre ville, rentre chez lui en trombe et hurle « Ferbe, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui !» et fabrique une invention de la mort qui tue pour être transporté en 4e vitesse près de sa bien-aimée et lui faire sa déclaration. Ainsi, le gag serait resté jusqu'au bout que Phineas est Phineas. Mais je digresse. Pour revenir au sujet de base, qui n'est pas nécessaire de promettre une résolution heureuse pour que l'histoire fonctionne, dans un autre genre que ceux des Arnold et Phineas et Ferb, on sait aussi que Daria ne sortira jamais avec Trent. Et d'une part, tout le monde est conscient, à commencer par elle-même, que si elle sortait avec, ça finirait mal, ce qui évite toute frustration à ce sujet. D'autre part, c'est le fait qu'elle ait ses sentiments malgré la conscience qu'elle peut avoir des défauts de Trent qui rend ses sentiments d'autant plus touchants. Elle y résiste de son mieux, mais ils sont plus forts. Donc, y a pas besoin de promettre une résolution tout court pour que ça marche. Ça doit quand même bien arranger les auteurs. Ok, les bons exemples que tu cites marchent, et ok, ce n'est probablement pas par facilité que ces auteurs-là ont choisi de mettre en scène un amour impossible. Mais force est de constater qu'ils ne savent pas toujours quoi faire des amours possibles. C'est comme ça qu'on se retrouve à sortir William à la saison 2 pour éviter qu'Ulrich et Yumi sortent ensemble, parce que sinon il faudrait le mettre en scène, sans blague. Bah, l'apparition de William est d'autant plus incompréhensible que les auteurs de Code Lyoko maîtrisent parfaitement l'art de mettre en scène un couple établi, puisque Jérémy et Aelita en sont un depuis le début, et que la série trouve tout de même pas mal de choses à dire sur leur couple, qui sont sur la même longueur d'onde, mais qu'Aelita a parfois des envies pas forcément compatibles avec celles de son copain, et qui doivent tous les deux faire preuve de maturité pour trouver des compromis. Ça marche, et c'est mignon. D'accord, ça fait sans doute globalement moins d'histoires à raconter que s'ils étaient en train de flirter avec des tiers pour se rendre respectivement jaloux, ça compte pas, mais ça fait des histoires infiniment plus agréables. Et le temps qu'on ne passe pas à montrer Jérémy et Aelita avoir des problèmes de couple, on le passe à montrer qu'ils sont assez badass pour vaincre Xana. Donc c'est tout bénef pour l'histoire. Et Jérémy et Aelita ne sont pas une exception. Un tas de séries mettent en scène un couple établi qui fonctionne et ça marche. Le couple n'est peut-être pas aussi mis en avant que s'il était en crise, mais vous demandez à n'importe qui ce qu'il aime dans Diabolique, je parie que la façon dont les héros s'entendent sera parmi les réponses les plus courantes. J'admets, je suis pas spécialement sensible à ces choses-là, mais voir un couple qui marche dans la fiction, ça fait quand même du bien. D'autant plus que le type de relation amoureuse présentée dans les œuvres pour la jeunesse est parfois problématique. Tu évoquais William tout à l'heure. L'introduction de William est déjà énervante parce qu'elle démolit tout ce que l'épisode routine avait mis en place, mais de manière plus générale, la recette de la jalousie, c'est vraiment une recette dont les dessins animés usent et abusent. Ça... Ok, il faut prouver que les protagonistes ont des sentiments l'un pour l'autre, et ok, les dessins animés s'imposent souvent la contrainte de ne jamais prononcer le mot amour. Mais tout de même, il y a mille et une façons de montrer que les protagonistes ont des sentiments l'un pour l'autre sans avoir recours à « si Titus est jaloux, Titus est amoureux ». L'idée qui en découle est souvent que si Titus est amoureux, Titus doit être jaloux, et qu'un petit ami qui ne se montre pas jaloux n'est pas réellement intéressé par sa copine. Le souci, c'est que la pérennité d'un couple se fonde quand même sur la confiance, et qu'il faudrait pas inculquer aux enfants que paniquer quand on découvre que son petit ami a des collègues femmes, c'est normal. On en revient à la question du sous-texte. Le fait est que les séries animées, la plupart du temps, c'est pour les enfants. Donc il faut tout de même un peu réfléchir au sous-texte qu'on met, et à l'image qu'on véhicule concernant la façon dont fonctionnent les relations humaines. Or, par force d'habitude, des recettes scénaristiques très usitées qui ont dû être intéressantes à leur première utilisation, mais le sont moins maintenant qu'elles sont partout, véhiculent des idées fausses. Si Titus est jaloux, Titus est amoureux fait partie de ces idées fausses. La jalousie n'est pas le pendant inéluctable du sentiment amoureux, mais le pendant inéluctable d'un manque de confiance en soi, en les sentiments qu'on inspire à l'autre et en la valeur que l'autre accorde à la relation. On peut être très amoureux et supporter très bien de voir son partenaire fréquenter d'autres gens si on a la certitude d'être l'élu, d'apporter à l'autre quelque chose que personne d'autre ne lui apporte. Ok, ça peut être perçu comme de l'arrogance. Mais c'est tout sauf du désamour. C'est pas une bonne idée de laisser la fiction prétendre aux enfants que c'en est. Ils vont en conclure qu'un gars qui fait une crise à chaque fois que sa copine approche d'un autre garçon, c'est pas malsain mais mignon. Bon, reconnaissons que régulièrement, les dessins animés jeunesse se fendent d'un ou deux épisodes qui démontrent que la technique qui consiste à faire les yeux doux à un autre pour attirer l'attention de celui qui vous intéresse, ça ne marche pas et ça n'attire que des ennuis. C'est sûr que c'est déjà mieux qu'à l'époque d'Hélène et les garçons où la stratégie était présentée comme bonne et où l'héroïne qui arrive à séduire deux garçons en même temps est présentée
présenté comme badass. Mais ce qui serait encore mieux, c'est qu'on ne présente pas la jalousie comme inéluctable et qu'on se débarrasse de cette idée idiote comme quoi s'il n'y a pas jalousie, il n'y a pas amour. Si tu veux vraiment que Jimmy soit amoureux de toi, t'as qu'à le rendre jaloux. Oui, c'est comme la vérité fausse numéro 2. Vous savez, cette idée farfelue comme quoi quand les gens s'aiment, ils se disputent, et que donc, si deux personnages se disputent, c'est probablement parce qu'ils s'aiment. Ça ne sort pas de nulle part. À la base, cette recette est utilisée quand des protagonistes sont trop pudiques pour reconnaître leurs sentiments et essayent de les dissimuler de la manière qu'ils peuvent. Ce genre de pudeur génère des frustrations qui provoquent des disputes. Ça peut être aussi utilisé comme une forme très hardcore de marivaudage, c'est-à-dire que c'est un jeu dont aucun des deux protagonistes n'est dupe. Ça ne donne pas obligatoirement un mauvais scénario. Là où ça devient un peu lourd, c'est que ça se traduit souvent par les héros qui se disputent sans cesse, même quand ils sont ensemble. Donc le spectacle d'un couple qui ne fonctionne pas. Mais surtout, il ne faudrait pas que le deuxième effet qui se coule de la trop grande utilisation de cette recette, ce soit que le spectateur en conclut qu'un couple qui ne se dispute jamais, ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas. C'est bizarre qu'ils se soient fâchés, non? Ils s'aiment bien pourtant, Yumi et Ulrich. Bah souvent les gens qui s'aiment se disputent, c'est pas contradictoire. Ah bon? Et nous deux alors? Pourquoi on se dispute jamais? Nous deux? Bah je sais pas Alita, Xana est tranquille en ce moment. Trop même, ça m'inquiète. Ou pire encore, qu'il en conclut que quelqu'un qui lui manifeste de l'hostilité l'apprécie secrètement. Puisqu'on parle de ce qu'il ne faut pas amener le jeune spectateur à croire, il ne faudrait pas non plus l'amener à croire que le consentement c'est en option. Les dessins animés présentent souvent le baiser volé comme le summum du romantisme. Là non plus, ça ne sort pas de nulle part. Je disais tout à l'heure que pour faire frissonner le spectateur, il faut que les sentiments des protagonistes les surprennent et submergent, sans qu'ils puissent rien y faire. Partant de cette base-là, qu'un protagoniste se retrouve embrassé sans qu'il s'y attende, réalise parce que ça lui arrive qu'il aime ça plus qu'il ne s'y attendait, et en reste comme de ronds de flanc, et on l'a le déferlement d'émotions inattendues propice aux grands frissons. Sauf qu'en général, se faire embrasser de force par quelqu'un par qui on n'est absolument pas attiré, c'est loin de procurer des grands frissons. C'est même traumatisant. Et bon, il n'y a jamais de meilleur moyen de savoir si la personne que tu comptes embrasser est d'accord que de lui demander. J'en ai convenu, ce que la fiction cherche à inspirer au spectateur par le biais d'une intrigue romantique impose une certaine spontanéité. Mais faudrait que la fiction arrête de nous faire croire que c'est moins romantique quand on demande. Car sinon, comme je l'ai dit au sujet de Lady Oscar dans le précédent top 10, on risque d'en venir à relativiser des choses qui ne sont vraiment pas acceptables. Derrière cette idée fausse comme quoi rien ne séduira autant l'être aimé que de se faire embrasser de force contre sa volonté, il y a l'idée que l'amour c'est mieux quand ça surprend. Quand celui qui embrasse de force est un homme, il y a aussi l'idée que le mâle, peu à l'écoute de ses émotions, ne sait pas du tout comment les gérer, et qu'être amoureux le rendra forcément impulsif et violent. Ce qui amène le sentiment diffus et plus problématique encore, mais malheureusement relativement répandu dans les fanfictions Code Lyoko qu'il m'a été donné de lire, qu'un homme qui ne serait pas impulsif et brutal n'est pas réellement amoureux. Ouais. Le personnage impulsif et brutal parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions n'est pas forcément un homme. D'ailleurs, celui qui supporte avec patience toutes les méchancetés de son partenaire incapable d'assumer ce qu'il ressent n'est pas forcément une fille. La recette du couple formé par quelqu'un d'incapable d'écouter son cœur et qui doit apprendre à le faire, et de quelqu'un d'assez patient et affectueux pour lui apprendre à le faire, est une recette assez bonne pour justifier qu'on l'utilise tout le temps. Mais c'est un fait, traditionnellement, on attribue le rôle brutal à l'homme et le rôle doux à la femme. Ce qui fait que le personnage masculin est souvent celui qui est impulsif et brutal, et la femme souvent celle qui est fragile et se laisse faire. Et comme tu l'as dit, les fanfictions sont là pour témoigner que cette récurrence a un effet sur la façon dont le jeune spectateur se met à envisager les relations amoureuses entre hommes et femmes. Alors bon, une bonne fois pour toutes, un homme vraiment amoureux et intelligent, c'est celui qui, quand on lui demande de choisir entre sauver la femme parfaitement capable de se débrouiller dont il est amoureux et sauver une grosse nouille infichue de faire quoi que ce soit toute seule, préfère sauver la grosse nouille parce qu'il fait complètement confiance à celle qu'il aime pour réagir comme il faut et permettre de s'en sortir tous les trois. Je te signale que dans l'exemple que tu cites, le personnage se fait accuser après du coup de ne pas être assez amoureux. Par un tiers. La principale concernée, qui est intelligente aussi, ne s'y trompe pas. Mais bon, c'est pas la question. La question, c'est que le cliché le plus tristement répandu, c'est sans doute pas celui du personnage masculin ou féminin qui n'assume pas ses émotions et que ça rend brutal. C'est peut-être plutôt celui du partenaire fort qui doit protéger son partenaire faible dans une relation inéquitable et asymétrique. Je ne pense pas me tromper en disant qu'avoir un partenaire dévoué qui ne vit que pour te protéger et te servir, c'est un fantasme répandu. Et ce n'est pas étonnant de le retrouver dans des fictions qui ont vocation à faire frissonner. Mais c'est parfois utilisé de manière vraiment caricaturale, avec le partenaire fort qui est brutal pour montrer qu'il est fort, et le partenaire faible qui est soumis pour montrer qu'il est faible,
Au point qu'en plus de véhiculer un idéal de couple vraiment malsain, ce n'est ni agréable à regarder, ni crédible. Sur les 3 seuls yaoi que j'ai lus dans ma vie, 2 étaient comme ça et ça m'a convaincu de ne pas lire de yaoi. Tu digresses, y a pas de yaoi dans les séries que nous avons regardées pour l'émission. La plupart des romans sont hétérosexuels dans les dessins animés. C'est un fait, mais puisqu'on en parle, admirez cette transition, l'homosexualité n'est pas absente des dessins animés pour autant. Bon, c'est rarement assumé au point d'être explicite, et quand ça l'est, on peut toujours trouver moyen de prétendre que les amours entre individus d'une espèce où tout le monde est du même genre, ce n'est pas de l'homosexualité. Mais bon, ça c'est un autre débat. Par contre, des couples homosexuels, il y en a. Ouais, enfin il y en a, mais ça peut aller du discret mais incontestable au vaguement sous-entendu en passant par différents degrés de situation plus ou moins interprétables. De toute façon, de mon point de vue personnel et non objectif, la meilleure façon de représenter l'homosexualité dans la fiction, c'est sans commentaire, comme quelque chose qui fait partie de la réalité, dont l'enfant sait et doit savoir que ça existe, et que ça n'a rien de plus extraordinaire ou incongru que ça. D'ailleurs, homosexuel ou hétérosexuel, l'important c'est que l'intrigue soit bonne. Je préfère une histoire comme celle entre Vera et Marcy, qui n'est jamais confirmée par les dialogues mais qui fait frissonner, à une histoire comme Le bleu est une couleur chaude, à défaut de trouver un exemple venu des dessins animés, où la romance est explicite et ratée parce que l'auteur s'est dit que du moment que c'était progressiste, c'était suffisamment bon comme ça et que ça n'avait pas besoin d'être bien écrit. Tout hétéro que je puisse être, si la romance est bien faite, peu importe qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, je frémis tout aussi bien devant. L'érotisme, à la rigueur, me parlera plus dans le cas des romances hétérosexuelles, mais la romance, ça transcende la question des genres et des sexes des protagonistes impliqués. Ça fait frissonner si c'est réussi, quelle que soit la configuration. Donc, mettez des romances entre personnages de même genre ou de même sexe autant que vous voulez, mais faites ça bien, faites ça façon Steven Universe. Ne vous contentez pas de vous dire que du moment que la romance est homosexuelle, vous serez encensé pour votre progressisme et vous n'avez plus besoin de faire une bonne histoire. Est-ce que l'histoire est bonne est la question à se poser avant toute chose. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'enjeu de représentation ne devrait pas être prioritaire. Question difficile, les gens ont toujours eu besoin de leur héros et de leurs références. Rien que le concept de prénom répond à ce besoin de référence à une autre figure quand c'est pas à une notion. Et les gens font de leur identité de plus en plus précisément à mesure qu'ils sont de plus en plus diversifiés. Or, la fiction se focalise sur le signifiant, et tous les éléments de la diversité ne sont pas nécessairement signifiants dans un schéma narratif. Je te pose donc la question. Est-ce que la fiction est obligée de représenter à part égale tout ce qui existe et d'être aussi diverse que l'humanité ? En tout cas, elle ne l'a jamais fait, et pas uniquement sur la question de l'amour. Nous avons dit dans la vidéo sur la censure dans les dessins animés que la fiction pour la jeunesse, justement, ne représentait pas équitablement toutes les opinions, ce qu'elle devrait faire si la représentation était son principal souci. Elle prend par exemple systématiquement le parti de la solidarité contre celui de la compétition, alors que la société n'est pas aussi unanime sur le sujet. Pour revenir sur la question de l'amour, qui, je le rappelle, est le sujet de la vidéo, remarquons que, de la même manière, ou plutôt pourrait-on dire inversement, les dessins animés pour la jeunesse ne mettent en scène, à notre connaissance, que l'amour monogame comme issue heureuse d'une intrigue romantique, prenant à tort ou à raison comme une constante anthropologique l'idée qu'il y a des choses que les êtres humains préfèrent toujours ne pas avoir à partager, et désirent l'exclusivité en termes de relations amoureuses. À 3, ça se fait pas. La fiction a toujours eu ses sujets favoris, et je me risquerais à dire que faire connaître des phénomènes de société n'a jamais été sa vocation principale. Ok, alors je clôt cette digression en revenant au sujet d'origine. Et si on veut malgré tout représenter pour représenter, donc faire de l'homosexualité elle-même, plus que de la romance, le sujet de l'histoire, c'est normal de vouloir traiter de sujets d'actualité en parlant davantage de comment on se positionne par rapport à la société quand on est homosexuel que de comment on vit sa relation amoureuse. Ok, mais dans ce cas, c'est un autre sujet. On n'est pas en train de parler d'une romance, mais d'un docu-fiction sur une façon d'être spécifique. Prends le court-métrage In a Heartbeat, qui a pour but d'apprendre l'existence de l'homosexualité aux enfants, juste son existence. Il a été encensé par tout Internet, et il a effectivement tout pour lui. Joli, mignon, amusant, avec une jolie musique. C'est un très bon court-métrage qui parle du droit d'être soi-même et des chances de trouver le bonheur en l'étant, mais ce qu'il n'a pas, c'est des grands frissons. Le personnage principal est un petit cœur anthropomorphisé qui distrait de la situation émotionnelle vécue par les deux petits garçons. C'est un très joli clip sur la différence et la tolérance, mais ce que ce n'est sûrement pas, c'est une histoire d'amour. Toutes les histoires ne sont pas obligées d'être des histoires d'amour. Absolument pas, mais là, le sujet de la vidéo, c'est comment on fait une histoire d'amour. On aura peut-être d'autres occasions de parler de comment on fait un bon clip sur la différence et la tolérance, mais pour faire une histoire d'amour, il faut qu'il y ait des grands frissons. On le saura. Sauf que des fois tu as des grands frissons alors que l'histoire n'avait pas franchement l'intention de t'en donner, et pas spécialement l'intention d'être une histoire d'amour. Bah écoute, tout ce que ça prouve, c'est que je suis assez facile à faire frissonner, et que si une histoire qui a l'intention d'être une histoire d'amour ne me fait pas frissonner, c'est qu'il y a un problème. Mais puisque tu abordes la question, admirez encore cette transition, parlons des frissons que l'histoire n'avait pas l'intention de donner et
qu'elle se retrouve à donner à une partie des spectateurs, plus ou moins décidés à en avoir quand il n'y a pas lieu. Parlons du ship. Hors sujet. Le ship, c'est une activité de spectateur qui consiste à voir des couples là où l'histoire n'en a pas mis. C'est un diagramme qui établit les caractéristiques de compatibilité des campeurs. Et pour je ne sais quelle raison, ces andouilles d'auteurs n'exploitent pas la supériorité évidente d'une relation entre Pierre et Percy. Et toi, t'étais en train de parler de comment les auteurs doivent faire pour faire une bonne histoire d'amour. Peut-être, mais autant des fois on se demande où les spectateurs ont été pêcher une idée de couple pareille, autant la plupart du temps ils le font parce qu'il y a dans l'histoire même un terreau propice qui a été mis là plus ou moins volontairement. Et il faut se poser la question de si on se prive du sens profond de l'œuvre et passe à côté de ses vraies qualités en se livrant à ce genre de surinterprétation. La réussite d'une histoire ne dépend pas que de ses auteurs, elle dépend aussi de la réceptivité que le spectateur va accepter d'avoir. Déjà, pour se priver du sens profond de l'œuvre, il faut prendre son interprétation plus au sérieux que les éléments factuels qu'il y a dans l'œuvre. Autant quand il s'agit d'inventer des messages sexistes ou racistes là où il n'y en a pas, le public a tendance à se prendre vachement au sérieux, autant le fait d'inventer des tensions amoureuses parmi les personnages, la plupart du temps on le fait pour la déconne. On va pas prétendre que l'intention de l'auteur était réellement de mettre cette tension amoureuse. Tu crois ? Enfin, comme toute surinterprétation, c'est bénin tant qu'on reconnaît où s'arrête l'œuvre et où commence l'interprétation. Comme j'ai dit, des fois l'œuvre contient bel et bien le terreau propice pour y voir une tension amoureuse. Et des fois, c'est même fait exprès. Les auteurs avaient clairement l'intention qu'il y ait un couple, mais se sont finalement intéressés à d'autres aspects de l'histoire et n'ont jamais développé celui-là. Des fois, il n'y a rien du tout, mais c'est amusant d'imaginer que le dévouement d'un personnage à un autre n'est pas uniquement dû à un serment qu'il lui a prêté. Dans ce cas, tant que ça ne modifie pas radicalement le sens de la situation et qu'on ne va pas tomber dans le piège de croire davantage à son interprétation qu'à la réalité de l'œuvre elle-même, pourquoi pas, c'est un petit plaisir en plus à apporter au visionnage. Quoi qu'il en soit, entre ces deux extrêmes, il y a tout un tas de situations intermédiaires où on se demande sincèrement quelle était l'intention de l'auteur. Parce qu'il y a tout pour faire marcher notre imagination, mais aucune vraie confirmation d'intention. Il y a des spectateurs que ça énerve beaucoup d'ailleurs. C'est devenu très mal vu sur Twitter depuis quelques années de sous-entendre une romance homosexuelle pour attirer un certain public, mais ne finalement jamais la concrétiser de peur d'en rebuter un certain autre. On appelle ça du queerbaiting. Comme toutes les têtes de turcs de Twitter, c'est considéré comme le summum du fascisme. Mettre quelque chose dans son histoire dans un but mercantile plutôt qu'esthétique, c'est rarement bien. Mais s'il y a une ambiguïté dans la relation de deux personnages, c'est pas forcément dans un but mercantile, et si c'est bien fait, peu importe. À vrai dire, si la relation est belle, peu importe que les héros soient ensemble ou pas, l'important c'est que ce qu'il y a entre eux soit beau et fasse frissonner. Alors shippez, ne shippez pas, voyez de l'ambiguïté ou n'en voyez pas, vous avez le droit du moment que vous ne vous fourvoyez pas sur le sens profond de l'œuvre, ou sur ce qui, dans les choix de l'auteur, sert ou dessert son esthétique. Ok, et les auteurs, laissez les fans shipper, mais ne changez pas l'intrigue juste pour leur plaire. Si Aang et Katara sont destinés à finir en couple et que c'est préparé depuis la saison 1, on va pas changer de direction sous prétexte qu'Internet a décidé que Katara devait finir avec Zuko. Mais justement, Avatar le dernier maître de l'air ne change jamais de direction. Exactement, je le citais comme exemple à suivre. Encore que je me demande à quel point la peur de déplaire aux fans a influencé le fait que le couple officiel ne se forme qu'à la dernière nanoseconde du dernier épisode. Mais n'empêche que les auteurs d'Avatar ont suivi leur plan jusqu'au bout. Je soupçonne fortement que les intrigues amoureuses dans Harry Potter sont ratées parce que J.K. Rowling a changé ses plans pour correspondre aux desiderata des fans. Mais bon, ça on peut pas le prouver, d'autant qu'elle n'a pas cédé sur le ship Harry et Hermione. Encore une preuve que le mieux c'est de penser à l'histoire avant tout. Que ce soit la nécessité de vendre ou la façon dont l'histoire va éduquer le public, rien ne doit être prioritaire par rapport à la nécessité de faire de bonnes histoires. Comme on disait plus tôt, le coup du protagoniste qui a pour l'être aimé un dévouement qui peut aller jusqu'au sacrifice dans la plus totale abnégation, ça ne véhicule pas des idées très saines. Mais ça donne en général de très bonnes histoires, alors ça doit continuer à être utilisé. Dans un autre registre, quand Gravity Falls nous informe que l'amour des fois ça marche pas, c'est vrai, mais ça ne donne pas une histoire très esthétique ni très captivante, alors quel intérêt ? Bah, que l'histoire marche ou pas, c'est rarement dû au sous-texte présent dans l'histoire. C'est plus une question d'efficacité narrative. Dans le cas des intrigues amoureuses, ce qui va être un obstacle aux auteurs de dessins animés pour faire de bonnes histoires, ce n'est pas la contrainte de ne pas véhiculer une mauvaise image des relations humaines au jeune public, c'est plutôt de composer avec la pudeur que tu évoquais tout à l'heure. Du moins, je sais pas si c'est à cause de ça, mais comme toutes les histoires, les intrigues amoureuses sont censées avoir un début, un milieu et une fin. Or, dans la pratique, ces différentes étapes et surtout leur chronologie sont assez peu respectées par les auteurs de dessins animés. Sans doute parce qu'il faut éviter d'être complètement clair sur où on en est de cette chronologie, sinon ça obligerait à dire explicitement si les personnages sont ensemble ou non. Résultat, les spectateurs ne sont pas au clair sur à quel stade de la relation on en est, et continuent de demander à Sophie de Croisette quand est-ce qu'Ulrich et Yumi sortiront ensemble alors qu'ils se sont mis en couple dans l'épisode routine. Deuxième effet qui se coule, les scénaristes ont eux-mêmes rarement l'air au clair sur cette question.
Un truc qui est souvent très mal géré, c'est à quel point les personnages ont conscience ou non d'être amoureux. Souvent ils font mine d'en prendre conscience tardivement alors que leur conduite était sans ambiguïté jusqu'à présent. D'ailleurs il y a souvent des problèmes de cohérence vis-à-vis de ça. Dans certains épisodes, les personnages découvrent leurs sentiments alors qu'ils en étaient pleinement conscients dans les épisodes précédents. Dans d'autres, des personnages se conduisent envers des couples officiels comme s'ils n'étaient pas en couple. Et ça c'est quand on a de la chance. Des fois il y a des insinuations romantiques qui sortent complètement de nulle part. Et des fois la série semble changer d'avis sur la question de qui est le love interest principal. Bon. Peter Parker est bigame, et c'est clairement volontaire de la part des scénaristes. Tiens d'ailleurs ça contredit un peu ce que tu disais tout à l'heure à propos du polyamour. Pas complètement. Les dessins animés reconnaissent souvent qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois, mais considèrent qu'à la fin il faut choisir. Dans tous les cas, je citais aussi Starla, et pour elle de toute façon c'est une autre histoire. À croire que les scénaristes ne prennent même pas la peine d'écrire dans la Bible de qui l'héroïne est amoureuse et à quel stade de l'intrigue romantique on en est au moment de l'épisode. Ou ne consulte pas la Bible. À moins qu'ils résistent psychologiquement à l'idée que les héros soient déjà en couple, faut croire que cet aspect de l'intrigue ne les intéresse pas vraiment. La partie action-aventure est rarement sujette à autant de cafouillage. Du coup on en revient là, ça voudrait dire qu'ils mettent des sous-intrigues romantiques parce qu'ils s'y sentent obligés? Bah sincèrement, je me pose la question. Il y a vraiment des cas où on se demande ce que l'intrigue amoureuse fiche là. Franchement, il n'y avait pas besoin que Liu Kang soit amoureux de Kitana dans le dessin animé Mortal Kombat. Surtout si c'est pour que ce soit la partie la plus ridicule de sa personnalité. En tout cas, dans Donjons et Dragons, les auteurs n'avaient pas envie de s'apesantir sur le fait que Hank et Sheila sont en couple, alors ils ne le disent carrément pas, et la question ne sera jamais abordée dans la série. Et franchement, c'est mieux que si la question était abordée mais mal. Dans un autre genre, il y a le cas Gumball. L'épisode où Gumball et Penny se mettent en couple est hyper mignon, touchant, poétique, bref, qu'est-ce que ça vient foutre dans Gumball? Gumball, c'est une série dont l'humour tient à 100% sur le fait que les choses sont moches, bizarres, absurdes et dérangeantes. Mais l'intrigue amoureuse, il n'était pas question d'en faire quelque chose de moche, bizarre, absurde et dérangeant. Alors, on a fait une vraie histoire mignonne en chargeant juste le père de Gumball de jouer les cœurs antiques pour ajouter la touche d'humour qu'on a renoncé à mettre dans l'intrigue elle-même. On pourrait nuancer en disant que par contre, la série s'était aussi toujours débrouillée pour sanctuariser la relation entre Gumball et son frère Darwin, donc qu'elle est capable de faire des exceptions. Mais c'est vrai que c'est assez inattendu qu'elle en fasse soudainement une pour l'intrigue romantique en ne l'ayant jamais fait auparavant. Y a-t-il un cahier des charges intrigue amoureuse sérieuse que les auteurs sont tenus de respecter? Ça, j'en sais rien. On sait grâce à l'interview du scénariste de Princesse Sissi que l'omniprésence de la romance dans Princesse Sissi était une exigence des Italiens, et on constate parfois que des intrigues amoureuses sont rajoutées, ou au moins rendues plus proéminentes au moment de la traduction des séries japonaises. Quoi qu'il en soit, exigence de la production, cahier des charges, ou nécessité de plaire à la fois au public qui aime l'action et au public qui aime la romance, tout ça, ce n'est juste pas la question. La question, c'est que l'histoire doit être bonne. Encore une fois, l'intrigue amoureuse n'est pas obligatoire. On peut faire de très bonnes histoires sans intrigue amoureuse dedans. Mais le fait est que les histoires d'amour, ça plaît, ça émeut, ça émoustille, bref, ça permet de capter facilement l'attention du public. Encore faut-il que ça marche et que l'objectif soit de faire des dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou, quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme sereine.